Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. 13 acteurs humanitaires ont perdu la vie dans l'est de la RDC depuis janvier 2025. 25 autres ont été blessés et 29 acteurs kidnappés. C'est ce que rapporte OCHA dans son rapport publié vendredi. Le nord et le sud Kivu restent les plus touchés, mais le Maniema et l'Ituri aussi sont affectés. C'est préoccupe OCHA. Plusieurs quartiers de Bunia connaissent des coupures récurrentes en électricité en cause des grands travaux qui s'effectuent à la centrale hydroélectrique de Boudana. L'entreprise GreenTech qui effectue les travaux explique que l'objectif est d'augmenter la production du courant électrique. Et puis, la situation sécuritaire s'est améliorée dans la ville de Kalemi-Téné. Des cas de criminalité sont enregistrés de moins en moins, constate l'ASBEL Oumo Djaningouvou. Pour en parler, nous recevons Nathan Mugisho, coordonnateur provincial de cet ASBEL dans le Tanganyika. Madame, Messieurs, bonjour. Commençons par ce rapport de OCHA. 80 incidents sécuritaires touchant les acteurs humanitaires ont été signalés rien que pour le mois d'août 2025, soit le chiffre mensuel le plus élevé enregistré cette année dans la partie est de la RDC. Cela représente une forte augmentation par rapport à la baisse observée en juin et en juillet. C'est ce que rapporte la coordination des affaires humanitaires OCHA dans sa nouvelle publication de vendredi. D'autres détails avec vous, Jean Gandou. Selon OCHA, ce pic illustre une détérioration de la situation sécuritaire depuis le troisième trimestre 2025. Si le nord et le sud Kivu restent les provinces les plus touchées, les incidents ont également augmenté au Maniema et en Ituri, se préoccupe OCHA. Cette agence onusienne déclare avoir enregistré 436 incidents visant les humanitaires en RDC depuis le début de l'année et parmi lesquels 13 morts, 25 blessés et 29 kidnappés. Les causes de l'insécurité sont diverses et diffèrent selon les régions. Cette situation met en évidence un environnement de menaces complexes et spécifiques aux opérations humanitaires dans l'est de la RDC, précise OCHA. L'évolution des types d'incidents depuis le début de l'année révèle également une évolution des tendances. Si le nombre global d'incidents ciblant le personnel humanitaire a clairement augmenté, les incidents les plus graves tels que les blessures, les enlèvements et le meurtre semblent afficher une diminution relative avec seulement 2 enlèvements et 2 meurtres signalés en août, rapporte OCHA. Pendant ce temps, dans la province du Bas-Ouélé, l'ONG Action pour la promotion rurale, APRU en sigle, réunit 20 personnes avec leurs familles. Ces personnes sont des victimes d'enlèvement par les rebelles de la LRA depuis 2018. Elles ont retrouvé leur famille jeudi dernier à la grande satisfaction de toute la communauté locale. Jacques Moukonkole nous en parle. Parmi les victimes de la LRA rapatriées de l'Ouganda figurent 9 femmes et 11 enfants. 4 femmes sont originaires de Banda dans le Bas-Ouélé, 4 autres de Dungu et une de Faradje dans le Haut-Ouélé. Elles avaient été kidnappées en 2018 par la LRA et ramenées en Ouganda après leur démobilisation par l'ONG APRU 5 ans plus tard. Il y a une semaine, ces anciens otages ont été confiés à l'ONG Invisible Children par l'ONG Pax Pays-Bas à partir de la frontière entre l'Ouganda et la RDC. Selon Jean-Claude Malitano, coordonnateur d'APRU, ce rapatriement est le fruit du plaidoyer de son organisation auprès des États concernés. Jeudi dernier, 4 femmes et 5 enfants ont été remis à leur famille à Banda en présence de l'administrateur du territoire d'Ango, Pierre Ndoukoumfoto, et du président de la société civile locale, Théophile Zagbina. Ce dernier affirme que c'est dans une ambiance festive de toute la communauté que cette modeste cérémonie s'est déroulée. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi. Rendons-nous au Kasaï oriental. La ville de Mbujimaï abrite depuis vendredi la 8e édition du Forum national des ministres et des chefs des divisions provinciales en charge du genre en République démocratique du Congo. Le thème central, paix, sécurité, relèvement post-conflit. Ces travaux de 4 jours sont présidés par la ministre du genre. Dans son mot de circonstance, le partenaire financier ONU Femmes a énuméré quelques défis auxquels les participants réfléchissent pour l'effectivité du genre en RDC. Plus de détails avec Esther Ndalafina.
3 sous-thèmes vont guider les réflexions au cours de ces 3 jours de travaux, affirme la ministre du Genre. C'est notamment le rôle de la femme et de la famille dans la prévention et résolution des conflits, le processus de paix en RDC, le relèvement post-conflit et la consolidation de la paix. Il y a aussi les droits sexuels et reproductifs, l'accès des femmes à la terre et aux ressources, le rôle de la femme dans la lutte contre le changement climatique et leur place dans l'éducation financière et l'entrepreneuriat. Pour Micheline Ombaye, ces travaux permettent d'offrir au pays une feuille de route autour de la stratégie genre. Nous devons élaborer une feuille de route nationale qui ne soit pas une promesse de plus, mais un engagement concret. Cependant, quelques défis persistent encore, affirme Catherine Ondimba, représentante de l'ONU Femmes. Une méconnaissance du concept du genre et de l'égalité des sexes dans les politiques et programmes, un manque de financement structurel pour le ministère du genre, une faible prise en compte du genre dans les budgets publics. Signalons que peu avant la tenue de ces assises, la délégation ministérielle a visité quelques structures sanitaires pour se rendre compte de l'effectivité de l'enregistrement de naissance des enfants à l'état civil. Esther Ndalafina Mujimai, Radio Okapi. Lutte contre la désinformation et le discours de haine dans les médias, c'est l'objectif d'un atelier organisé jeudi par la Fondation Hirondelle à Kinshasa. Les journalistes présents ont été outillés pour faire face à ce fléau. À cette occasion, des pistes de solutions ont été proposées, notamment le respect de l'éthique et la déontologie, tout en utilisant de manière responsable les outils numériques, dont l'intelligence artificielle. Compte rendu de Jean-Robert Kabamba et Josué Kifebe. Cette rencontre a réuni plusieurs personnes, outre les journalistes, les structures d'encadrement des journalistes, les membres de la société civile et l'ambassadeur suisse en poste à Kinshasa. Abordant la question de la désinformation, Gilles Magnin, responsable des programmes de la Fondation Hirondelle, estime que former le secteur et former les citoyens à vraiment savoir ce que c'est une bonne information, une fausse information, savoir quel réflexe adopter quand on reçoit une information, quand on voit une vidéo sur TikTok ou sur les réseaux sociaux. Renforcer le secteur médiatique à faire du fact-checking et de former les citoyens congolaises et congolais à consommer de l'information à travers de l'éducation aux médias. En plus, Pascal Moulegua, journaliste et un des orateurs, a demandé aux journalistes d'être beaucoup plus regardants dans la manière de traiter les informations à l'ère numérique. Avec l'usage abusif de l'intelligence artificielle, j'ai demandé à mes collègues journalistes de renforcer son rôle dans la vérification de l'information et de ne pas centrer son activité journalistique sur les outils technologiques, notamment l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, la technologie nous offre à la fois une opportunité de vérifier les informations, mais à la fois aussi de désinformer. Notons que la Fondation Hirondelle, une ONG suisse, intervient dans plusieurs axes dans le cadre de la lutte contre la désinformation et les discours de haine. Direction Bunia dans l'Ituri, je vous le disais en titre, plusieurs quartiers ont connu des coupures d'électricité ces derniers jours en cause des grands travaux à la centrale hydroélectrique de Boudana. L'entreprise Greentech Energy explique qu'il fallait synchroniser 2 turbines pour augmenter la production à 7 MW. Jean-Claude Loki était sur place. Au reportage. À la centrale hydroélectrique de Boudana, ces derniers jours, les équipes techniques ont procédé à un travail de précision. Alliance Kingoudi est la chargée de communication à Greentech. Puisque nous avons réhabilité la première turbine et la deuxième, nous avons obtenu 2 puissances séparées de 3,5 MW. Ces travaux ont nécessité des arrêts techniques qui ont privé certains quartiers de courant, une coupure difficilement vécue par les habitants. Il n'y a pas de télé, les enfants en souffrent, il y avait des vivres dans les congélateurs, maintenant on a fait les dépenses, rien. Ruth Nemassi est impatiente de voir son quartier Kindia être un jour desservi en courant électrique. Que ces gens-là puissent arriver au quartier Kindia et parce qu'on en a besoin. Mais Greentech rassure que d'autres investissements sont en cours pour améliorer la distribution. Nous allons remettre l'énergie partout là où on avait d'abord l'ancien réseau, mais aussi élargir partout là où nous avons déjà mis les prépayés. Cependant, il faut répondre à une demande en forte croissance. Lucien Mouliri est opérateur économique. On ne peut logiquement pas se développer s'il n'y a pas de l'électricité. La centrale hydroélectrique de Boudana espère réduire les coupures et garantir une électricité plus fiable pour les habitants de Bunia. Jean-Claude Loki, il est Radio Okapi. Dans
Dans l'actualité aussi, malaise au sein de la direction provinciale de la DGI Katanga à Lubumbashi. Et depuis quelques jours, certains agents et cadres accusent le directeur provincial de cette régie financière de les avoir écartés injustement à la suite d'une mise en place qu'ils qualifient d'irrégulière. En réaction, la direction provinciale de la DGI Katanga rejette ces accusations et souligne que cette mise en place a été opérée sur base des critères objectifs et elle a un objectif à atteindre avec des réformes à venir au sein de l'entreprise. Paulin Munanga nous en parle. Ces agents et cadres de la direction provinciale de la DGI du Katanga grognent et se disent mécontents de la mesure prise par la direction. Ils se sont réunis en aparté et dénoncent la mise en place effectuée au sein de cette régie financière. Et ceux qui sont remplacés à certains postes sont laissés sans nouvelles affectations. Et ils crient à l'injustice. À la direction provinciale de la DGI à Lubumbashi, on précise que cette mise en place se fait sur l'ensemble de la République et on signale qu'il s'agit d'une restructuration du personnel pour préparer un certain nombre de réformes à venir. Ainsi, il est question de s'adapter pour la réussite de ces réformes, annonce la direction. Et les agents qui seront sélectionnés pour ces réformes vont suivre une formation pour leur adaptation. La direction ajoute que les agents qui ont été remplacés, c'est sur base des critères de compétences et de régularité. Et parmi eux, il y a des agents dont l'âge est déjà avancé et ceux qui sont irréguliers au travail, indique la direction provinciale de la DGI. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi. Autre nouvelle, l'Institut facultaire des mines du Maniema a lancé sur le marché de l'emploi des nouveaux géologues de sa deuxième promotion. Le coordonnateur provincial des géologues du Maniema s'en félicite. Ces nouveaux produits viennent apporter leur pierre dans l'exploitation minière au Maniema qui ne comptait qu'une dizaine de géologues auparavant. Boula Munganga plaide pour que cette école soit bien équipée pour continuer à produire des géologues capables d'aider non seulement la province mais aussi le pays en général. Florence Kiza, reportage. Pour cette deuxième promotion, les lauréats sont 17, dont 2 filles. La lauréate Gertrude Massandi reconnaît que ça n'a pas été facile. Nous autres, nous pensions que ça n'ira pas. Mais avec la persévérance, aujourd'hui, nous sommes devenus des géologues. Comme vous le savez très bien, la province du Maniema a carence de géologues. Mais aujourd'hui, avec ce que nous venons de faire, nous sommes devenus des géologues. Ce qui veut dire que toutes les ressources minérales qui se situent de part et d'autre dans la province du Maniema ou en dehors de la province du Maniema, il n'y aura plus de problème pour les exploiter du fait que nous sommes déjà là. Le coordonnateur provincial des géologues du Maniema fait savoir que grâce à ces derniers, le Maniema est en train d'être connu. Ingénieur géologue Boula Munganga Yengaso. Vous savez qu'actuellement, le monde entier d'acheter les vareuses de l'équipe nationale congolaise pour leurs enfants, une initiative qui suscite à la fois adhésion et inquiétude entre fierté nationale et poids financier pour les familles. Le débat est lancé. Jean-Claude Loki, reportage. À Bounia, au complexe scolaire Jean-Marie de la Ménée, les responsables de l'école exigent chaque année aux parents d'acheter les vareuses de l'équipe nationale de football pour leurs enfants. Jean de Dieu Abeka, directeur des études. Ça leur permet de connaître les différentes couleurs qui se trouvent sur les drapeaux et ça fait du bien. Mais sur le... Ça montre l'unité, l'union, tous derrière notre pays. Pour d'autres, cette mesure représente un coût supplémentaire difficile à supporter. C'est trop demandé. Beaucoup de parents n'ont pas de travail. Les élèves, eux, semblent enthousiastes à l'idée de porter leur couleur du pays. Maëva, en ciment, safari. Ça te fait quoi quand tu portes ça? Je suis fière de mon pays, la République démocratique du Congo. À Bounia, la vareuse dépasse le simple maillot de foot. Elle devient un outil d'éducation civique et un symbole de fierté nationale. Bounia, Jean-Claude Doki, Radio Kapi. Actualité internationale. Les juges de la plus haute juridiction des Nations Unies donnent raison à la France dans un long bras de fer juridique avec la Guinée équatoriale sur le sujet de la vente d'un hôtel particulier situé dans l'une des avenues les plus chics de Paris. La Guinée équatoriale avait saisi la Cour internationale de justice en 2022, alléguant que la France violait le droit international en refusant de restituer des biens saisis dans le cadre d'une enquête pour corruption visant Théodoro Nguema Obiang, le fils du président des longues dates de la Guinée équatoriale.
Ce pays a demandé à la Cour une série de mesures urgentes appelées mesures provisoires afin d'obtenir la restitution de l'hôtel cité et d'empêcher la France de vendre le bâtiment. L'invité. Amélioration de la situation sécuritaire dans la ville de Kalemi, dans la province du Tanganyika. Des cas de criminalité sont enregistrés de moins en moins et des coups de feu ne sont plus entendus comme auparavant, constat de l'Asbel Umoja Ninguvu. Pour en parler, nous recevons Nathan Mugisho, coordonnateur provincial de cet Asbel dans le Tanganyika. Il s'entretient avec Paulin Munanga. Nathan Mugisho, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Quelle est la situation sur la criminalité dans la ville de Kalemi et ses environs ces derniers temps? La situation sur la criminalité dans la ville de Kalemi et ses environs, on sent qu'il y a calmie, on sent qu'il y a quand même apaisement, sauf quelques cas des vols par des bandits munis d'armes blanches, mais en ce qui concerne les coups de balle, en tout cas, c'est des 3 jours, on n'entend pas des tirs des balles, on n'entend pas là où ça crépite, et ça fait quand même quelque chose de bien. Sur les axes routiers environnant la ville de Kalemi, axe Bendera, axe Nyunzu, axe Lubumbashi, axe Kabimba, vraiment ça fait un temps, près de 2 semaines, on n'a pas de cas d'insécurité, c'est quelque chose que nous saluons. Et quels sont les cas de criminalité que vous avez pu répertorier ces derniers jours? Les cas que nous avons répertoriés pour ces derniers jours en ce qui concerne la criminalité dans la ville de Kalemi, ça date du 31 août, donc la nuit du 31 août au 1er septembre, sur l'avenue Kichanga, dans le quartier Joseph, commune Lukuga, où 5 maisons étaient visitées par des bandits munis d'armes blanches et d'armes à feu qui ont tiré et qui avaient réussi à emporter des biens dans toutes ces maisons et aussi de l'argent, et 3 personnes étaient blessées et amenées pour les soins médicaux. À part ces cas que nous avons connus, aussi sur ce qui concerne les routes environnantes de la ville de Kalemi, Bendera, Nyunzu, Kabimba, Axe Lubumbashi, seulement les cas de kidnapping de certains opérateurs chinois qui étaient sur la voie de la route Lubumbashi à 40 km dans le village Luanika, c'est là qu'on a connu, et aussi c'est là date au moins de 3 semaines depuis qu'on a connu ces cas, dans lesquels aussi on avait perdu certains éléments de la police qui étaient en train d'escorter ces Chinois, mais également un sujet burundais qui faisait les transports par moto, qui était tombé dans l'embuscade, avait eu des balles et puis amené à l'hôpital, il est décédé. S'il y a une amélioration de la criminalité, qu'est-ce qui explique cette situation? L'amélioration de la situation sécuritaire dans la ville de Kalemi et ses environs est constatée certainement parce que nous avons vu les services de sécurité qui étaient mis en œuvre dans le cadre d'organiser les bouclages dans différents coins de la ville de Kalemi, et ces bouclages sont en train de produire un résultat pour lequel nous saluons tous ces services pour cet engagement. C'est ça, c'est que la population demandait toujours, en dénonçant l'insécurité, on faisait toujours des propositions demandant qu'il y ait bouclage, qu'il y ait ces contrôles maison par maison, parce que la ville de Kalemi est frontalière de la zone où provenaient les gens qui fuyaient la guerre à l'est, donc des Bukavu, passant par Uvira, arriver à Kalemi, c'était facile d'avoir des gens qui venaient de ce côté-là, qui pouvaient occasionner tout ce qu'il fallait, avec les évasions connues dans différentes prisons de ces villes que je venais de citer. C'était fort possible que la ville de Kalemi ait enregistré des bandits, mais qui n'étaient pas connus et qui pouvaient opérer pour semer terreur, pour semer désolation au sein de la population. Et même aussi, la ville de Kalemi, sa prison centrale, avait connu l'évasion, et ces bandits-là, ces criminels, pouvaient encore être là. Quel est l'apport des services de sécurité dans l'amélioration de la situation sécuritaire? Les services de sécurité contribuent positivement. Comme je l'ai dit, les bouclages qui étaient organisés avec tous les services de sécurité dans différents coins. Premièrement, c'était dans le quartier Joseph, sur l'avenue Kichanga. Et deuxièmement, c'était du côté commune Kalemi, du côté Quatre Coins. Et ça produit, ça c'est l'impact positif du travail mené ou effectué, réalisé par le service de sécurité. Que faut-il faire pour maintenir la même situation? C'est
que le service de sécurité doivent continuer avec la même stratégie en ajoutant aussi les patrouilles, même de jour. Pendant la journée, on peut faire des patrouilles et cela va aider la population. Nata Mugisho, je vous dis merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le coordonnateur provincial de l'ASBEL, Umoja Ninguvu, dans le Tanganyika, répondait aux questions de Paul Munanga. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.